Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Bonjour, alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Benoît Decoq. Alors Benoît Decoq exerce depuis plus de 7 ans des postes à haute responsabilité en transformation d'entreprise, et notamment pour des entreprises qui sont majeures dans le secteur de la santé. Alors plus tôt dans sa carrière, donc Benoît a été membre du comité exécutif de la filiale française d'un grand groupe international, et aujourd'hui il est membre de l'équipe de direction d'une business unit, et là encore d'un groupe international. Alors, avec toutes ces expériences, il a piloté plusieurs démarches de transformation, d'amélioration des performances dans les domaines du marketing et du commercial essentiellement. Et il a également supervisé le déploiement d'applications informatiques de très grande taille, de grande ampleur, dans le domaine de l'informatique donc. Et donc je pense qu'il est parfaitement légitime pour nous parler aujourd'hui de transformation d'entreprise. Benoît, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, entrons dans le vif du sujet, Benoît, et ce que je propose, c'est que dans la présentation que je viens de faire, j'ai parlé beaucoup de transformation d'entreprise, certains parlent de business transformation. Est-ce que toi, tu peux nous définir un petit peu ces mots-là, en nous donnant alors soit des exemples, soit une structure qui nous permettrait de comprendre un petit peu de quoi on parle lorsqu'on parle de transformation? Alors pour moi, la transformation, c'est une combinaison de deux phénomènes et un besoin aussi d'entreprise. Le besoin d'entreprise, c'est le besoin d'évoluer. Donc en fait, le marché, la mondialisation, l'informatisation conduisent toutes les entreprises à se remettre en question et à évoluer pour répondre justement à ces marchés qui sont du coup plus ouverts, plus concurrentiels, etc. Et donc le rythme de ces évolutions, du changement maintenant est accéléré de manière incroyable. Et en fait, pour moi, c'est un peu l'association de ces deux phénomènes, évolution et accélération, qui donne ce besoin de transformation. Et du coup, la transformation, peut-être si on la comparait à la conduite du changement de manière un peu plus classique, c'est justement cette dynamique, cette accélération. Et du coup, on va parler d'un délai de mise en œuvre de la transformation qui va se faire en plusieurs mois, 1 an, 2 ans, pour atteindre des objectifs stratégiques ambitieux. Et si on prend un petit peu la comparaison aussi avec la conduite du changement, mon sentiment, c'est que on a besoin aussi de transmettre, comment on va dire ça, une sorte d'âme, de vitalité, du besoin vital de se transformer pour justement rester concurrentiel et tout ça. Donc, il faut déployer cette vision, cette stratégie au sein des équipes pour qu'eux-mêmes vivent et animent cette transformation. Et donc, on va responsabiliser beaucoup plus les équipes comparé à une conduite du changement. On va demander d'adapter une façon de travailler, mais on va pas demander de la vivre et de la faire partager, d'y faire croire. Donc c'est un peu ça pour moi la totalité de ce qui se cache derrière la transformation. Ok, merci Benoît pour ces points de repère. Sans nous dévoiler des secrets évidemment des opérations ou bien des objectifs que tu pouvais avoir toi en tant que membre d'un comité de direction, est-ce que tu peux nous donner des exemples en fait finalement de la situation dans laquelle se trouve une entreprise après une transformation par rapport à ce qu'elle était avant la transformation? Qu'est-ce que, pour dire un petit peu différemment, qu'est-ce qu'un observateur verrait de la modification en fait liée à la transformation? Donc, 2 choses qui me viendraient à l'esprit, c'est dans
dans la façon d'agir et de réagir au quotidien. La transformation permet d'anticiper les situations, et donc on a des tableaux de bord de type daily management qui nous permet d'avoir un focus sur des indicateurs de performance qu'on dit leading, donc qui vont être non pas une constatation de résultats, mais qui vont être les points de contrôle dans nos process, mais très en amont. Et donc c'est un peu ces tableaux de bord avec cette particularité qu'on va voir dans les entreprises. Et donc l'autre phénomène, c'est justement les équipes, hein, j'en parlais juste avant, où on va voir cette dynamique. Donc les équipes qui, se réunissent autour de ces tableaux de bord, mais deux, qui ont cette culture d'entreprise, qui ont cette culture de transformation, qui vont vraiment la vivre, c'est-à-dire que vous constatez par exemple un écart par rapport à un objectif, et c'est ça qui marquera vraiment l'entreprise qui a réussi sa transformation, doit initialiser tout de suite une résolution de problème, donc c'est la partie problem solving, et faire en sorte de prendre du coup les mesures, les actions pour minimiser l'écart par rapport aux objectifs et le réduire et faire en sorte qu'il ne soit plus là. Donc il y a cette dynamique d'équipe, et il y a aussi ces tableaux de bord qui sont les fondamentaux. Et du coup, pour corroborer le tout, c'est la méthodologie problem solving. Et en fait, dans une des entreprises où j'ai pu travailler, on souhaite que tous les managers soient des gestionnaires de résolution de problèmes, qu'ils aient eux-mêmes cette mentalité et cette aptitude de prendre en charge la résolution des problèmes. Ok. Bon, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard parce que j'ai évidemment des questions sur le management, le leadership. Donc on pourra probablement pousser un petit peu ce raisonnement. Si on reste toujours dans le domaine un petit peu du cadrage et dans la définition de ce que c'est qu'une transformation, on parle aujourd'hui également beaucoup de transformation digitale. Donc on rajoute ce terme digital au programme ou à l'ambition principale de la transformation. Comment est-ce que toi tu positionnerais ces deux mouvements? Est-ce qu'une transformation digitale, c'est une transformation comme une autre, ou bien c'est simplement un type particulier de transformation? Alors pour moi, le digital, la transformation digitale, donc on va dire qu'elle aurait deux volets à mon sens. Le volet classique informatique qui veut que tous les outils soient de plus en plus sur le monde digital. On parle du cloud, on parle du big data, on parle de plein de choses. Et donc là, c'est un mouvement de transformation plutôt, je qualifierais, de l'informatique, du métier de l'informatique. Mais évidemment, on est tous utilisateurs de ces outils-là. Et ce mouvement, il continue, il continuera, et on ne pourra pas l'arrêter. C'est plus lié à l'informatisation. Par contre, l'autre transformation, c'est au niveau celle que je connais sur les aspects marketing et commerciaux. Donc là, on va parler du digital qui permet de générer le business du cœur de métier de l'entreprise. Et là, pour moi, c'est un des volets de la transformation. Donc, ça fait partie du plan de transformation avec, selon le métier, selon l'entreprise, un niveau d'importance plus ou moins fort. Donc là, dans le milieu du médical dans lequel j'évolue, en fait, on constate que c'est de plus en plus important, et donc c'est un vrai gros sujet et un vrai chapitre de notre plan de transformation. Mais par contre, je peux très bien croire que certaines entreprises n'ont pas cette nécessité et cette priorité absolue d'aller dans de la transformation digitale. Donc c'est lié au métier, c'est lié au cœur de business de l'entreprise. Mais c'est évidemment un phénomène, le plus gros phénomène actuel. La pandémie dans laquelle on vit fait en plus ressurgir une accélération, un besoin encore plus fort, puisque le présentiel est de plus en plus compliqué dans le mode, dans les métiers
des commerciaux, on a besoin de faire des démos, on a besoin de voir les gens, pour signer les contrats, etc. Donc là, on trouve des méthodologies différentes et complètement digitalisées. Donc on va parler de gestion des leads, on va parler de nouveaux outils de suivi de la clientèle, des outils de démo virtuelle, beaucoup de vidéos et ce genre de choses pour aller du coup convaincre les clients sans être nécessairement en mode présentiel. Ok, bon, alors là je pense qu'on a quand même plutôt bien défini ce que c'est qu'une transformation pour une entreprise. Si maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu nous parles un petit peu du leadership et surtout de ce qui provoque le lancement d'une telle décision de transformation. Qui initie la transformation? Est-ce que c'est la décision d'un leader? Est-ce que c'est un comité de direction qui se réunit après un team building et qui dit voilà, il va falloir qu'on donne une autre orientation à notre entreprise? Est-ce que c'est la concurrence? Est-ce que c'est le risque de disruption? Bref, comment démarre une démarche de transformation? Je pense que la transformation part d'un constat. Je répète ce besoin d'évoluer, d'accélérer, et souvent il est incarné au moment d'un virage de l'entreprise. Et bien souvent, dans ce virage, donc c'est un nouveau leader qui va présenter une vision, une stratégie nouvelle, avec des changements stratégiques probablement importants, et donc pour soutenir cette vision, cette stratégie nouvelle, en tout cas il serait bien éclairé de couvrir ça par le besoin de transformation, puisqu'il aura besoin de communiquer, il aura besoin de convaincre pas seulement le board, pas seulement les administrateurs de l'entreprise, mais aussi sa couche de management direct et plus largement l'ensemble des équipes de l'entreprise. Et donc lors de ce programme de transformation, l'accompagnement est clé. Et c'est pour ça qu'on a créé ce poste de Head of Business Transformation, qui va justement permettre au leader de confier son plan et de l'établir dans un premier temps, bien sûr, mais de confier la mise en place opérationnelle du plan de transformation à quelqu'un dont c'est le métier. En fait, le leader, c'est vraiment le porteur de la vision, qui va devoir convaincre grâce à cette nouvelle stratégie, et donc il a des qualités extrêmement rares, mais qui vont difficilement être parfois compatibles avec aussi les besoins de communication à tous les niveaux de l'organisation. Donc la communication est très compliqué pour un leader, et en fait le déploiement, la cascade d'objectifs, de vision stratégique, il faut des relais, et voilà, le porteur souvent de ces relais sera confié au responsable transformation, et la mise en place à nouveau opérationnelle du plan de transformation sera bien souvent déléguée dans ce poste-là. D'accord. Avant peut-être de parler encore un peu plus là du rôle donné à ce responsable de la transformation, restons encore sur le leader et sur donc ce responsable qui va incarner le nouveau virage de l'entreprise. Qu'est-ce qui, d'après ton expérience, est le plus parlant, le plus efficace, le plus incisif en termes de communication? Quels sont les messages qui portent le plus et qui mobilisent le plus l'entreprise? Alors, je ne sais pas s'il y a des réponses toutes faites et qui sont valables quelle que soit l'entreprise, mais d'après ce que tu as vu, est-ce que c'est plutôt en parlant du danger ou bien de la concurrence, donc en voyant plutôt les points négatifs qui arrivent, ou c'est plutôt
en mettant en avant soit des objectifs, une ambition nouvelle, conquérir le monde, se développer sur notre continent, etc., etc. Ou est-ce qu'il y a encore d'autres approches que tu aurais pu voir, peut-être un langage de vérité, une espèce de communication ou de diagnostic partagé avec les équipes. Donc ma question, pour la résumer puisqu'elle est longue, finalement en termes de mobilisation des équipes, qu'est-ce qui donne le plus d'impact auprès de l'ensemble de l'entreprise ? Alors ça, c'est une question très difficile. Je pense que ça, c'est l'idée du leader. C'est propre à chaque leader d'avoir une pertinence dans sa communication. On la retrouve chez les hommes politiques, etc. Donc c'est vraiment, je pense, tout est possible. Par contre, il y a des règles relativement simples qui sont plus propres à la communication, mais c'est la simplicité des messages qu'on va envoyer aux équipes. Faut que ce soit compréhensible de tous. Pourquoi on le fait, pourquoi c'est important. Donc, rester simple, ça c'est la recommandation 1, et c'est donc ce sur quoi on travaille. 2, c'est le sens de l'urgence, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut arriver si on n'y va pas suffisamment vite, etc. Donc le pourquoi, sens de l'urgence. Je sais pas si c'était, on explique les deux vont ensemble et c'est le meilleur moyen de convaincre et le dernier pour moi, après là c'est plus ma perception, c'est la pertinence, le bon sens en fait. C'est-à-dire que faut pas non plus être complètement dehors des clous, faut pas être surréaliste, il faut être réaliste en fait. Réaliste, ambitieux certes, très ambitieux même. Un plan de transformation se veut très ambitieux, mais bien expliqué, qu'on peut y arriver, le comment on peut y arriver. Avec des moyens additionnels, avec des changements de culture, d'entreprise, des changements à tous les niveaux. Mais voilà, je dirais simplicité, sens de l'urgence et réalisme, pertinence. Ce seraient mes réponses. Super, merci. Et je trouve que ça fait la transition avec l'autre question en fait que tu as commencé un petit peu à aborder tout à l'heure et sur laquelle je voudrais qu'on passe un petit peu de temps. C'est évidemment sur le rôle de ce Head of Business Transformation, ce responsable de la transformation, rôle que tu as eu toi pendant de nombreuses années et que tu as encore aujourd'hui. Finalement, quel est le binôme cette personne-là doit avoir avec son leader, en fait. Comment est-ce que ça se passe ? Sur quoi vous échangez ? Quels sont les indicateurs que vous regardez ensemble ? Quels sont les plans que vous faites ensemble ? Finalement, quelle est la vie un petit peu quotidienne de ce responsable de la transformation avec son grand boss ? Très bonne question. On parle vraiment d'un binôme. Je pense, moi, même au-delà du binôme, c'est une chimie qui doit opérer, c'est-à-dire que le responsable transformation doit comprendre la vision incarnée par le leader et il doit être capable de la traduire auprès des équipes tout en restant fidèle bien évidemment à cette vision. Et du coup, faut vraiment un travail quotidien, main dans la main, une confiance extrême pour que le responsable transformation soit perçu comme moi je parlais d'un bras droit aussi, c'est des mots que j'ai entendus lorsque j'approchais les équipes, les managers. Ils considèrent souvent le responsable de la transformation comme le bras droit du leader, compte tenu de l'importance stratégique de ce plan de transformation. Donc ça empêche pas absolument pas de faire le business as usual, comme on dit, donc le business du quotidien, mais on a une place réservée parce que on représente parfaitement le leader.
Donc ça, c'est aussi l'image qu'on doit donner auprès des équipes, et cette image-là, elle doit être donnée par ce binôme qui doit montrer qu'ils sont en symbiose, qui sont très alignés sur la façon de procéder. Donc après, le leader, c'est souvent quelqu'un de très inspirant, y compris pour moi, donc pour un responsable transformation. Et donc c'est aussi une source intarissable de nouvelles façons de travailler, de mise en œuvre. Et donc ça, c'est le côté super intéressant, apprenant. Du côté de mon rôle, c'est d'avoir cette opportunité, ce privilège, je dirais, de travailler avec des gens particulièrement éclairés. Et à l'inverse, c'est aussi le responsable de transformation se doit aussi de faire des retours positifs ou négatifs au leader, en lui disant aussi si on va pas trop loin ou si on prend pas une direction. Et donc il y a un petit côté aussi remonter donc de tous les feedbacks terrain. Je parlais de bon sens tout à l'heure aussi, donc voilà, c'est aussi le responsable de transformation, c'est quelqu'un aussi qui va pouvoir tempérer ou challenger, ça peut être dans les deux sens aussi, de dire que ça va pas assez vite ou au contraire qu'il faut un peu ralentir pour mieux pouvoir rebondir plus tard et accélérer encore. Voilà, donc c'est vraiment un binôme. Le terme est très approprié. Et je le redis, ça, compte tenu aussi du temps qui est quand même relativement long, 1 an, 2 ans, où on va travailler à 200% tous. Faut qu'il y ait une super entente en fait. D'accord. Donc on a plutôt bien compris le rôle le rôle du duo en fait, entre le grand patron et puis son responsable de transformation. Maintenant, si on redescend d'un niveau et qu'on regarde un petit peu d'un point de vue peut-être plus concret, plus tactique, ce qui se fait lors d'une transformation, est-ce que tu peux nous donner la grande recette de cuisine de la transformation? Et peut-être, dans un premier temps, de nous parler des grandes phases, avant d'entrer dans le détail peut-être des outils, mais j'imagine qu'une transformation ne se conduit pas tout à fait de la même façon au démarrage que lorsqu'on est en plein rythme de croisière. Alors, au démarrage, la transformation, en fait, on va décliner la stratégie avec un plan de transformation annuel et on va y mettre les choses prioritaires en fait. Les problèmes les plus importants à traiter seront au démarrage du premier plan de transformation annuelle. Et donc on va adresser tel ou tel problème qui peut être sur des parts de marché, qui peut être sur un lancement de produit, qui peut être sur le sujet principal de préoccupation. Donc souvent c'est un tableau de bord qu'on essaye de construire, alors à plusieurs niveaux, mais pour la vision leader, on va traiter les 10, 15 problèmes principaux de l'entreprise. À nouveau, ça peut être sur de l'innovation, ça peut être sur de la vente ou sur du marketing. Donc, ça répond au début de la question. Après, on attaque aussi, on a tous les sujets, que ce soit les ressources, les process. Donc, ressources, c'est sur tout ce qui est supply chain, production, mais on va aussi attaquer la partie ressources humaines, donc les compétences, de manière quasi systématique. Il y a des nouveaux besoins en compétences. On parlait du digital il y a pas bien longtemps. C'est par exemple une compétence qui maintenant ça commence à exister. Il y a 5 ans, il y en avait beaucoup moins ou c'était moins compris. Et donc là, il y a par exemple des compétences digitales qui sont identifiées, donc qui sont définies pour répondre aux besoins de l'entreprise. Et tout ça va faire partie aussi de ce plan de transformation. Donc la partie process, c'est celle qu'on connaît sans doute le plus, où on y met souvent donc la conduite du changement, mais ça va être aussi un petit côté breakthrough, donc on va essayer de casser les process par rapport
pour aller beaucoup plus vite. Donc c'est la petite peut-être variante. Le côté fournisseur aussi. Fait partie des ressources. On va travailler aussi pour le partenariat. Donc c'est des mots qui reviennent souvent aussi dans les plans de transformation. Partie partenariat. Voilà, je sais pas si ça répond complètement à la question. Après, il y a le côté méthodologie. Je sais pas si on en parle là maintenant ou pas. Oui, tu as évidemment parfaitement répondu à la question. Donc là, tu as finalement un petit peu listé les grandes phases, ou en tout cas les points de démarrage d'un plan de transformation. Maintenant, effectivement, entrons encore un petit peu plus dans le vif du sujet. Quels sont on a compris, quand tu as défini ce que c'était que la transformation, que c'était bien évidemment aussi un changement des modes de management de l'entreprise. J'imagine que cette transformation-là, ce changement-là, s'accompagne également de l'apport d'outils ou de méthodos ou de pratiques, de routines qui sont progressivement installées dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ces outils et puis de l'impact, on va dire, pédagogique qu'ils vont avoir sur les équipes, tant les managers que les opérationnels? Oui, alors tu fais bien d'en parler. Effectivement, il y a une partie de Geomis qui est assez significative sur tout ce qui est formation, voire coaching, où on va mettre l'accent justement. Donc, je parlais du plan de transformation. Là, concrètement, par exemple, on met en place des formations autour de la proposition de valeur pour justement permettre aux gens du marketing d'avoir un meilleur focus, d'avoir une meilleure vue sur la concurrence pour faciliter donc les ventes et la différenciation en fait. Et donc là, ce sont des programmes assez lourds de formation où on va adresser donc l'ensemble des équipes de vente au niveau mondial. Il y a beaucoup de parties formation effectivement. Après c'est propre à chaque entreprise. C'est-à-dire on va combler soit on va créer un nouveau besoin de formation, soit on va combler un manque de formation, donc qui se traduit souvent par un manque de performance des équipes de vente ou en gestion de projet, parfois pour le marketing. Quand on voit que tout le plan marketing est en retard, c'est probablement qu'on a un problème de coordination, projet et compagnie. Donc on va accompagner. Alors le responsable de transformation, c'est aussi celui qui a cette vigilance de s'assurer que on respecte bien les étapes clés de chaque projet et c'est pour ça qu'il y a un focus particulier. Quand j'ai dit on définit les plus grands sujets de l'année et on va les suivre à la loupe et de manière très régulière. C'est aussi le moyen de contrôler et de maîtriser les défauts d'avant, les retards, les lancements ratés ou ce genre de choses. Donc ça permet d'avoir quelqu'un qui est à fond dessus avec une vue plus hélicoptère, on va dire, et qui a une compétence un peu pluridisciplinaire qui va permettre de débloquer, qui va permettre d'aider, d'accélérer et donc de s'assurer que ce plan sera tenu en fait. Ok. Tout à l'heure, quand tu avais défini la transformation, et puis même récemment, tu as souvent utilisé ce terme-là de problème. Donc évidemment, moi, ça me fait penser à toutes les méthodes de résolution de problèmes, le problem solving, qui est une méthode. Voilà, enfin, tu connais et tu vas pouvoir nous en parler, mais qui est une méthode assez connue, assez classique, mais qui, en général, est plutôt mal appliquée dans les entreprises, et pourtant, elle est plutôt au cœur de la réussite de ces opérations de transformation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot et nous donner peut-être tes tuyaux, tes explications, ta lecture de cette démarche-là de résolution de problème? Pourquoi est-ce qu'il est si difficile que ça de l'utiliser correctement et d'aller jusqu'au bout d'une démarche? Bon, moi, je suis un grand fan de
méthode de résolution de problème. Il y a plusieurs écoles, mais je pense que à la fin, elles se rejoignent toutes. L'expérience en entreprise, c'est à tous les niveaux, hein. La première partie, ça a l'air d'être la plus évidente, mais c'est loin d'être souvent le cas. C'est est-ce que mon problème est un vrai problème? Et donc, quel est le problème et qu'est-ce que je vais résoudre si je résous ce problème? Donc, on a tendance à dire bon, là, j'ai un souci avec le fournisseur ou j'ai un souci avec, je sais pas, un stock, avec des ventes. Hop, allez, on lance une méthode de résolution de problème. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et en tout cas, c'est pas comme ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que l'intérêt de résoudre le problème doit être quantifié, chiffré et doit montrer son importance. Et donc, quand on parle problème, on doit être capable de convaincre que c'est le problème le plus important de l'entreprise. Et donc ça, on le fait peu. On a tendance à lancer des problèmes un peu à tout va. Et en fait, on se perd parce qu'on règle des mini-problèmes, si on les règle, et on perd de l'énergie pour pas grand-chose. Donc ça, c'est la première partie, hein. C'est est-ce que je m'attaque au bon problème? Et donc, je rappelle que un problème, c'est un écart entre une réalité et un objectif qu'on s'est fixé. Donc, ça doit être quantifiable. Et cette quantité doit dire si c'est important ou non. Ça, c'est la première partie. Ensuite, c'est compte tenu que c'est le problème le plus important de l'entreprise, ou un des problèmes en tout cas, on va y mettre les moyens. Et donc, on va y mettre les bonnes personnes, et ces personnes vont avoir le mandat nécessaire aussi et le temps nécessaire pour attaquer ce problème. Donc là, deuxième volet, c'est mobilisation des ressources. Et à nouveau, on peut pas dire non, j'ai pas le temps, parce qu'en fait, si c'est vraiment le problème le plus important de l'entreprise, bien sûr qu'on a du temps. Si on n'a pas le temps et que c'est reconnu qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on n'a pas attaqué un problème aussi important que ça. Donc après, équipe pluridisciplinaire, multi-transverse et compagnie. Et ensuite, après, c'est une discipline, donc il faut qu'au sein de cette équipe, il y ait quand même quelqu'un qui maîtrise la méthodologie, qui est donc le classique. On fait un peu de data crunching, du Pareto, on classifie les causes potentielles, on va les quantifier et on va déterminer, après il y a la méthodologie des 5 pourquoi, les 5 why, qui permettent aussi de trouver la root cause et non pas une des premières causes possibles. Mais là on est plus après sur une partie technique, on va dire. Donc cette partie technique, souvent le bât blesse quand on n'a pas justement quelqu'un qui est expérimenté sur le sujet, et on va avoir tendance à balayer un peu, à répondre un peu trop vite au premier pourquoi ou au deuxième pourquoi, alors qu'il faut bien aller au bout de la méthodologie pour bien comprendre. Il y a un manque au-delà de la technique, donc qui est requise. Après ça, c'est pas compliqué. Il faut former quelqu'un, bien sûr. Et après, il faut que cette personne soit vraiment convaincue du bien fondé de cette analyse de données, des vertus des méthodos, de la technicité du problem solving. Quand on a ça, donc faut quelqu'un aussi qui ne lâche pas, c'est-à-dire qui va pas dire ok, on s'arrête, on a trouvé, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et au-delà de la partie technique, c'est quelqu'un qui sera capable de convaincre l'équipe, donc l'équipe, les ressources qu'on a allouées pour travailler sur ce sujet. Faut savoir que comme ce sont des problèmes très significatifs, c'est un problem solving, je sais pas, si je devais donner un ordre d'idée de temps, c'est 6 mois minimum, ça peut être 12. Donc c'est beaucoup de travail pour ces personnes, et donc il faut continuer. Et donc le facilitateur de ce groupe doit aussi être quelqu'un d'assez fort pour convaincre, pour mobiliser et pour faire continuer d'aller au bout de la méthode. Donc les recettes, je crois que je vais un peu de les donner. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a énormément sur la discipline,
qui est quelque chose qu'on retrouve malheureusement souvent en caractéristique manquante, c'est cette discipline. On a tendance à brûler les étapes, on a tendance à simplifier, à prendre des raccourcis. Non, ça marchera pas si on fait ça. Donc voilà, l'expérience, le support du management du leader, bien sûr aussi. Et ça, c'est lié à la mobilisation des ressources, des moyens qu'on met en œuvre. Ok. Bon, je trouve que on a plutôt bien compris finalement toute la rigueur qu'on devait avoir dans ces démarches de résolution de problèmes. Il y a un point qui revient souvent, c'est la mobilisation des équipes. Comment est-ce que, dans la durée, pour un simple problème, qui va se traiter en 6 mois, pour un problème de transformation qui va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, comment est-ce qu'on maintient l'énergie? Comment est-ce qu'on ressource les équipes tout au long de ces programmes-là, qui m'ont l'air de ressembler davantage à des marathons qu'à des sprints. Donc là aussi, quels sont tes retours d'expérience pour redonner de l'énergie aux équipes, leur redonner du cap et garder les énergies positives à bord. Et puis comment traiter aussi les points peut-être un peu plus négatifs qui ont tendance à plomber le programme. Comme je le disais un petit peu en tout début, la transformation, il y a une partie transmettre cette âme, ce besoin de transformer effectivement. Donc auprès des équipes, ça veut dire que certains vont le comprendre tout de suite et vont plutôt aimer parce que c'est très valorisant, c'est très enthousiasmant de lancer ça, de voir les premiers résultats. Par exemple, j'ai quelques bons souvenirs sur des résultats obtenus après 6 mois où on voit les gens avec le sourire, là où au tout début c'était plutôt la galère et compagnie. Donc ces gens vont être ceux qui ont compris, qui ont réussi, qui ont des premières petites victoires, vont être aussi les ambassadeurs pour aller convaincre les autres qui n'auraient pas compris tout de suite. Après, faut que chacun joue le jeu. Et s'il y a quelqu'un qui est un peu trop réticent et qui tarde à s'embarquer, en fait, ça peut être un ralentisseur. Et là, malheureusement, on peut pas se permettre d'avoir ce luxe de se faire ralentir. Donc, faut aussi, et ça fait partie malheureusement d'un point de vue humain, mais il y a souvent des décisions courageuses à prendre par rapport aussi à des gens qui font traîner ou qui sont pas adaptés. C'est pas forcément qu'on ralentit, c'est aussi un rythme et ce rythme soutenu. On parlait du marathon sprint, pour moi c'est les deux. Et c'est ça qui est compliqué. Et donc faut prendre les bonnes décisions. Après, comme je le disais, il faut savoir faire la reconnaissance aussi. C'est compliqué la reconnaissance parce que ça se fait à mon sens, ça se fait du point de vue du manager, du leader, de chaque collaborateur. Il faut avoir aussi une estime qui permet de faire en sorte que cette reconnaissance soit vraiment bienveillante. C'est pas je te donne un bonbon parce que t'as bien travaillé. Non, c'est pendant qu'on a construit pendant 6 mois ensemble, on s'est respecté mutuellement, on a compris les enjeux, la difficulté de part et d'autre, ce qui fait que quand je te témoigne cette reconnaissance, je sais que c'est vraiment bienveillant, effectif et pertinent. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare aussi. Donc il faut montrer, célébrer ses victoires, faire preuve de cette reconnaissance et continuer, c'est-à-dire maintenir ça en même temps qu'on maintient le rythme de la transformation. Donc il faut être très prudent sur cet aspect. Alors c'est un aspect communication bien sûr, mais plus généralement reconnaissance.
Après, bah voilà, selon l'équipe ou les équipes avec lesquelles on travaille, bah, ça prend plus de temps, ça peut aller vite. Il y a une question, après c'est rarement l'âge, mais ça peut être aussi, ben plus on est jeune, plus on a envie de se donner, de bouger. Ça, je m'en méfie un peu. Ça doit être sans doute un peu vrai, mais voilà, c'est loin d'être systématique. Et il y a aussi des gens en attente d'avoir ces nouvelles ambitions et de porter son entreprise. Hein. Ce que j'ai vu aussi souvent, c'est combien les gens aiment leur entreprise. Et donc, la voir se transformer, bah, ça les réjouit pas forcément de premier abord. Par contre, voir les premières victoires ensemble et voir qu'ils sont contributeurs du redressement ou de l'atteinte des objectifs enfin de l'entreprise, ça il n'y a rien de mieux pour entretenir cet esprit d'équipe. Ok, je pense qu'on a fait un bon tour de tout ce que recouvre un programme de transformation. J'ai quand même encore une petite question sur ton retour d'expérience et pour pouvoir profiter de ce que toi tu vis au quotidien, justement sur l'aspect reconnaissance, mobilisation des équipes. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou en tout cas des dispositifs que tu aurais pu toi mettre en place et qui te semblent valoir le coup et qui pourraient être réutilisés, réinterprétés par tous ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il s'agit de dispositifs très coûteux, un peu complexes à mettre en place, ou au contraire c'est plutôt des choses simples du quotidien qui marchent le mieux pour renforcer l'adhésion et l'engagement des équipes? Quel est ton retour là-dessus? Je pense que l'utilisation des tableaux de bord, donc je parlais de mobilisation des équipes autour de ces tableaux de bord, donc c'est quelque chose d'assez nouveau en général, de travailler sur les indicateurs en amont des process, etc., qu'on combine avec la méthodologie de résolution de problèmes. Tout ça, c'est un premier set d'outils qui est important d'apporter au début de la transformation, parce qu'on va forcément apprendre de ces méthodologies et on va parler, communiquer autour de ça. Et donc on va créer aussi une culture, on parle d'un langage commun, d'un nouveau langage commun, et du coup voilà, les gens vont se réunir, se comprendre autour de ces méthodologies et de cette nouvelle façon de regarder les indicateurs de performance. Donc ça, c'est un premier volet, je pense, qui est bien pour créer cette nouvelle synergie, cette nouvelle façon d'appréhender. Ensuite, c'est plus lié à changer la façon de travailler des managers, la culture aussi, donc et c'est à nouveau, c'est lié au problem solving, hein, je pense. C'est de pas laisser passer quelque chose qui nous paraît inadapté et donc se responsabiliser à tous les niveaux de l'organisation pour dire non mais ça c'est pas normal, on perd du temps, c'est de la non-qualité, etc. Alors avec cette culture qui n'est pas de se plaindre, parce que beaucoup de gens quand ils démarrent, ah bah tiens viens regarde Benoît là, c'est de la non-qualité complète, top truck, je l'ai fait 3 fois, ça marche pas, c'est un scandale. En fait, on parle pas d'un gros problème, on parle d'une vision à sens unique, et donc cette transformation elle doit se faire de manière culturelle aussi pour que les gens apprennent ce qui est ou pas un vrai problème, apprennent ce qui est ou pas de la non-qualité, ou n'en font pas des tonnes, ou au contraire insistent. Et donc là, pour moi, c'est l'impact culturel, alors qu'il faut porter. On parlait de coaching tout à l'heure, et donc il y a beaucoup d'éléments de réflexion comme ça, où il faut questionner les gens pour leur dire est-ce que tu crois que c'est vraiment ton problème principal, est-ce que on a parlé, est-ce que c'est partagé par tous, est-ce que voilà, le management a des idées là-dessus. Donc ça c'est aussi essentiel, et c'est quelque chose qu'on
dont on tire un bénéfice. Enfin, il y a rien qui fait plus plaisir à un responsable de transformation que de sentir que c'est en train de se répandre dans l'organisation. Et puis ensuite, ouais, ce qu'on disait par rapport aux formations. Là, c'est plus lié au métier où on va transformer, faire des gens plus affûtés dans leur métier avec, je disais, une dimension, on parle d'excellence dans les process marketing et commerciaux. Et donc, c'est la façon de revoir ses affaires, la façon de voir ses clients, de lancer un produit, de s'assurer que tout ce qui est suit, enfin que tout est bien planifié et qu'il n'y a pas de déviation dans la gestion des différentes opérations. Donc, on peut rentrer dans de la technique métier pure, mais voilà, en fait, on va pousser chacun en mode excellence par rapport à son métier. Merci. Merci de nous souhaiter l'excellence. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter pour qu'on n'aurait pas spécifiquement à invoquer? On a parlé évidemment de ce que c'est que la business transformation et dans quel cas elle est utile, du rôle évidemment très important du leader et de son bras droit, le responsable de la transformation. Tu as donné quelques exemples d'outils qui marchait et qui permettait d'installer une nouvelle façon de travailler. Et puis on a terminé par le rôle des équipes et surtout la reconnaissance à apporter, l'énergie à apporter et les nouvelles pratiques à mettre en place pour que la transformation devienne finalement une pratique quotidienne. Est-ce qu'il te semble qu'on a fait le tour de ta pratique à toi de responsable de programme de transformation? Écoute, oui, je pense que c'est assez complet. Peut-être l'expérience aussi, et là c'est compliqué, c'est pas du tout méthodologique ou quoi, il y a vraiment une magie qui se crée et ça je peux pas la définir. Et alors c'est pas systématique, mais il y a des bouts de magie en tout cas dans certains départements, selon certaines personnes, certains managers qui vont porter ces choses. Et en fait, cette magie ne cesse de s'amplifier au moment de la mise en œuvre de la transformation. Et ça c'est vachement enthousiasmant et c'est vraiment un réel plaisir de sentir ces choses. Alors, c'est difficile à y croire, c'est de la magie à nouveau. Mais quand on combine tout ça, donc avec un plan de transformation, une vision stratégique claire et comment la mettre en œuvre, dans la simplicité, la pertinence et l'urgence nécessaire, avec un leader éclairé qui est capable de communiquer et d'avoir cette harmonie aussi avec son responsable transformation. Les équipes donc qui vont y goûter et certains aimer tout de suite, d'autres aimer plus tard. On parlera pas des autres. Et cette culture, donc discipline, méthodologie, regarder la performance et c'est aussi l'enthousiasme autour d'un problème à gérer, se porter volontaire et donc la partie excellence aussi qui permet à chacun de s'épanouir davantage. Et le tout ça donne une magie. Moi c'est mon vécu et c'est pour ça que j'aime ce métier. Merci Benoît. Écoute, merci pour ton temps, merci pour tous tes conseils. Et puis je te laisse le mot de la fin. Non, écoute, c'est aussi intéressant pour moi cet exercice parce que ça me permet aussi de prendre du recul sur mon rôle. C'est une première fois, donc vraiment merci de cette invitation. J'espère que j'ai été suffisamment clair et pertinent. Et puis j'imagine qu'il y a des retours possibles et donc je suis très preneur de tous les feedbacks. Ça fait partie aussi des choses importantes. Je vous encourage à me faire des retours dans tous les sens du terme. Parfait, merci Benoît. Au revoir. Au revoir.
C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes. Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, contactez-nous directement sur innovector.com. À bientôt et merci pour votre écoute.